Bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Antoine Decaune. Que va-t-il se passer dans quelques instants? Eh bien, je suis en mesure de vous le dire, car je suis informée. Nous allons recevoir Anne Parillot. Oh, très bien. Très bien, bravo. Et puis il y aura une autre comédienne, parce que Constance vient aussi, et généralement dans ses chroniques, il y a beaucoup de comédie. Je viens d'entendre les 4 pop qui nous signalent qu'il est 17h sur France Inter. Les infos, Pierre Pillet. Emmanuel Macron giflé par un individu lors de son déplacement dans la Drôme cet après-midi. Le président pris à partie dans la commune de Tain-l'Hermitage après sa visite d'un lycée hôtelier, Florence Baudet. Le convoi allait partir vers Valence, chacun était monté en voiture. Emmanuel Macron veut alors saluer le public avant de s'en aller. Il s'approche des barrières. Un homme l'agrippe par le bras et le gifle ou tente de le gifler. Selon l'Élysée, le coup n'a pas porté. Un agent de sécurité du président a paré le coup. Emmanuel Macron a ensuite poursuivi son chemin et continué à saluer les badauds. Mais la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux est saisissante. On y entend l'agresseur crier « Montjoie Saint-Denis », à bas la Macronie. L'homme a été immédiatement interpellé ainsi qu'un de ses amis qui l'accompagnait. Tous les deux sont en garde à vue. Selon le procureur de la République de Valence, les deux hommes ont 28 ans. Ils sont drômois. Ils n'ont a priori pas d'antécédents judiciaires, mais il va y avoir vérification complémentaire. On ne sait pas à ce stade ce qui a motivé ce geste. Le récit de Florence Baudet, France Bleu Drôme-Ardèche. Emmanuel Macron est à Valence désormais, déplacement auprès des restaurateurs. Condamnation unanime dans le monde politique après cette gifle. Le débat démocratique ne saurait en aucun cas tolérer la violence physique, tweet la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen. Je suis solidaire du président, poste de son côté le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon. Et puis au début des questions au gouvernement, tout à l'heure, l'applaudissement des députés en marque de soutien au chef de l'État. Le Premier ministre Jean Castex appelle à un sursaut républicain. Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, lui, sera face aux députés dans 8 jours après la panne nationale vers les numéros d'urgence. Il s'expliquera mercredi 16 juin devant la Commission des affaires économiques de l'Assemblée. Avant cette audition, l'entreprise publiera, ce sera vendredi, les résultats de son enquête interne. Au moins 5 décès survenus pendant l'incident, dont celui d'un enfant de 2 ans. Cette tuerie n'était pas un accident, mais une attaque terroriste motivée par la haine. La réaction du Premier ministre canadien Justin Trudeau après la mort de 4 membres d'une famille musulmane dimanche, fauchés volontairement par le conducteur d'un pick-up dans l'Ontario. L'auteur interpellé a été inculpé. Problème technique interne ou attaque externe, difficile de savoir pour le moment l'origine de la panne Internet géante qui a perturbé l'accès à de nombreux sites Internet dans le monde entier. Amazon, Spotify ou encore La Redoute, le site du journal Le Monde aussi. Retour progressif à la normale. Une certitude, cette paralysie provient des infrastructures de l'américain Fastly, fournisseur de services d'informatique. Demain, nouvel allègement des mesures sanitaires, couvre-feu décalé à 23h, réouverture de l'intérieur des restaurants et des bars. Mais le 21 juin, jour de la fête de la musique, eh bien pas de tolérance. Les concerts improvisés dans la rue interdits. Il faudra être assis dans les établissements qui reçoivent du public, protocole du ministère de la Culture. Et face à ce nouveau lot de contraintes, eh bien le maire de Toulon, Hubert Falco, décide d'ores et déjà de reporter l'événement. L'esprit de rencontre, l'esprit de convivialité, de partage de la fête de la musique n'est pas respecté. La fête de la musique n'a de sens que si elle est gratuite, populaire, ouverte, sans limitation ni d'horaire ni de public. C'est des milliers de personnes qui déambulent, qui chantent, qui dansent, qui sont sur les places, qui écoutent des concerts. Là, les restrictions sanitaires imposées font que la fête de la musique qui est proposée ne sera pas la véritable fête de la musique avec son esprit. Alors, simplement, on respecte les dispositions prises parce qu'elles sont sanitaires, mais on reporte la fête de la musique sans regret. Moi, je reporte. Report s'inédié, Hubert Falco, le maire de Toulon, au micro France Info de Solène Crescent. Et même le 21 juin, pas de tolérance non plus pour le couvre-feu qui sera encore à 23h ce soir-là. Allons voir si c'est plus festif en ce moment du côté de la Porte d'Auteuil à Paris. Les quarts de finale de Roland-Garros. Bonjour Jean-Pierre Blimaud. Bonjour. On espère vibrer dans quelques minutes. Alors ça a peut-être déjà commencé même pour le match entre l'Allemand Zverev et l'Espagnol Fokina.
Eh bien non, puisque ces messieurs, en bon gentleman, laissent ces dames échanger les premières sur le cours de Roland-Garros, le cours Philippe Chatrier, parce que les 2 premiers quarts de finale féminins ne sont toujours pas terminés. Il faut dire qu'ils ont été particulièrement accrochés. En ce moment, Yelena Rybakina et Anastasia Pavlyuchenkova, la Kazakh et la Russe, sont dans le 3e set. 4 jeux partout, autant dire que l'incertitude est totale entre les 2 joueuses. Et puis tout à l'heure, en début d'après-midi, Tamara Zidansek, qui est un petit peu la surprise de ce tableau féminin, 85e mondial, s'est qualifiée pour les demi-finales en battant Paola Badoza, l'Espagnole, en 3-7, 8-6 au dernier, 2h26 de jeu. Le central de Roland-Garros aujourd'hui, c'est un petit peu au bonheur de dames. Évidemment, ces messieurs joueront après, et vous l'avez dit, Alexander Zverev, Alejandro Davidovich Fokina s'affronteront juste derrière ce match. Et puis à 21h, Daniil Medvedev contre Stefanos Tsitsipas. Ce sera sans conteste la première très grosse affiche de ce Roland-Garros. Merci Jean-Pierre Blimaud. Et puis signalons ce beau résultat de la paire Mahut-Herbert, les 2 Français en double qualifiés pour les demi-finales. Enfin, France-Bulgarie, dernier match de préparation de l'équipe de France de football ce soir, 21h10 au Stade de France. 5000 spectateurs en tribune. Les Bleus débutent la compétition dans une semaine face à l'Allemagne. Presque 17h06 sur France Inter. Chers amis, bonjour. Nicolas Stoufflet. Le jeu des 1000 € a repris la route. Rendez-vous pour des enregistrements en public demain mercredi à Châteaudun en Eure-et-Loire à 16h30 et à 18h au Théâtre Municipal. À demain à Châteaudun. Le jeu des 1000 €. Du lundi au vendredi sur France Inter à 12h45. Toyota. Bon, papa compte les équipements de Laigo et toi tu vas te cacher, ok? D'accord. Connectivité smartphone, caméra de recul, climatisation, écran tactile, feu de jour à LED, Bluetooth... On n'a pas fini de compter tous ces équipements. Repartez dès maintenant avec la Toyota Aygo à partir de 69 € par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers non cumulable dans le réseau participant pour tout Aygo X-Play 5 portes 9 commandé avant le 30 juin et livré avant le 31 juillet. Dans la limite des stocks disponibles en LLD 37 mois 30 000 km, premier loyer 2090 €, prime à la conversion déduite et remise de 2900 € incluse. Voir toyota.fr. France Inter aime la 45e édition du Printemps de Bourges Crédit Mutuel du 22 au 27 juin. Un printemps si spécial qu'il volera quelques jours à l'été. Avec Philippe Catherine, Pomme, Alain Souchon, Sébastien Tellier, Giorgio, l'Impératrice. La création, la découverte, l'émergence. Sous le soleil, exactement. Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel du 22 au 27 juin. Un événement France Inter. 17h07 sur France Inter par Jupiter avec Charline Vonnenecker. Merci beaucoup pour ce journal. Eh bien de rien. Mais écoutez, on va reprendre la suite si vous voulez bien. Ah bah c'est à vous. Merci. Allez. Pierre. Okay. Pierre Pillet au Flash. Bisous. Bisous. « 9h dans le bureau de Par Jupiter. » Charline, tu t'inquiètes pas, je prends tout en charge aujourd'hui. Oui, alors bonjour déjà, oui, Alex. Oui. Bonjour, Charline. Aujourd'hui, c'est Anne Parillaud. Ah oui, évidemment. Oui. Mais je sens qu'on va bien se marrer. Alex, là, je suis pas certaine. Est-ce que tu as vu la thématique du livre? Attends, comment il s'appelle le livre? Ah oui, Les Abusés. Ouais. Oui, alors c'est pas vraiment un recueil de blagues de Bernard Mabille. Alors t'inquiète, parce que mes questions sont hyper marrantes. Non, mais quoi, sur les pervers narcissiques ou l'inceste? Et t'inquiète. Ah bah non, ça c'est sûr, quand c'est Alex qui prépare l'interview, Charline n'est jamais inquiète. Moi j'ai hâte. Non, je sais pas trop si j'ai hâte, moi. Bon, vous pouvez pas savoir à quel point je suis prêt. J'ai peur. Voilà, donc j'ai trouvé des super sujets en plus. Ah, parce que c'est toi qui choisis les sujets aussi. En concertation avec Anne Parillaud qui nous a envoyé des citations. Ah oui, quel genre? Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Ah oui, ça te parle ça. Bah oui, je suis très Churchillien. Ouais, le Churchill de 51 plutôt. Hein. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez aller tranquillement aller déjeuner en terrasse. Oui, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre le dossier sur cette affaire. Comme d'habitude. Voilà. Et moi? Ah bah toi tu vas dire n'importe quoi. Comme d'habitude. Voilà. Face à Nikita, il faut une femme forte. Bon allez, Alex, tu veux un café? Non, Charline, allez. Ça va pas être facile. Moi, ça fait 3 jours que je bosse. Oui, bah c'est pas grave. Il y aura du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Winston Churchill. Ouais, mais celui de 41. France Inter et bienvenue parmi les mauvaises troupes. Voici la devise. Si on te gifle sur la joue droite, c'est que tu es président de la République en visite dans la Drôme. Au sommaire, l'incertitude nous gouverne. Pour un concept qui nous apparaissait relatif et un petit peu mou, l'incertitude a donc un petit côté dirigiste. Autant en faire une force. Comment ?
Et là, qui peut prétendre savoir ou avoir raison? Noémie, je vous ai dit que je savais ce que je faisais. Oui, mais c'est flou. Et moi, le flou, ça m'angoisse. L'actrice britannique qui vient de recevoir un BAFTA a dédié son prix à la coordinatrice d'intimité sur le tournage. La coordinatrice d'intimité a pour rôle de faciliter les scènes de sexe au cinéma et s'assurer que chaque personne sur le plateau est indispensable à la scène. J'en ai marre qu'on me reluque le cul. Alors viens, mais viens pas à nous, personne regarde. Demander un autographe, c'est semble-t-il has-been. Demander un selfie, c'est assez convenu. Alors les fans sont passés à la vidéo d'anniversaire et les stars à la vente de vidéos d'anniversaire. Ça fait beaucoup d'heureux. Et ça va me coûter combien cette petite dépense? Moi, j'ai fait une affaire. 250 000. Quoi? Et à mes côtés aujourd'hui, un ancien chasseur d'autographes qui aujourd'hui en distribue. Mais oui, Alex Vizorek. Je n'ai jamais osé vous demander le vôtre, Charline Vanhoenacker. Alors je vous présente évidemment l'excellente équipe autour de la table. À 17h20, celle qui travaille en freelance pour Guantanamo en leur préparant des playlists musicales. C'est Mélanie Bauer, bonjour. Vous allez adorer aujourd'hui, Alex. C'est ce que vous m'avez dit. Parce que j'ai attendu longtemps pour pouvoir vous diffuser ce EP de Bachar Mar Khalifa remixé par Chapelier Fou. Oh là là, c'est cadeau. 17h30. Celui qui, depuis qu'il sait qu'Éric Zemmour pourrait se présenter, parce que bon, bah, 2-3 gugus trouvent que dans les médias, bah, il pose de bonnes questions. Meurice 2022 ou Meurice 2027, Guillaume? Allez savoir, allez savoir. Pour l'instant, je vais vous faire une petite chronique. J'ai appelé Camille. Son métier, c'est traceur Covid. Il a appelé des milliers de gens pour leur dire qu'ils étaient contaminés pendant la pandémie et encore un peu maintenant. Il a plein de trucs à raconter parce qu'il a entendu pas mal de choses quand même. Faut être patient. Ouais, j'imagine. Et enfin 17h40, celle qui ferait une excellente présidente de la République parce qu'elle au moins n'a jamais eu la malhonnêteté de se faire passer pour quelqu'un d'équilibré. C'est Constance. Bonjour. Bonjour les amis. De quoi on va parler? Écoutez, en tout cas, si l'humour est une boussole, cette chronique sera un cul-de-sac. Et voici celle qui va présider cette séance. Je vous laisse annoncer à nos auditeurs que vous êtes... Anne Parillaud. Mais oui, la classe. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupidémie. Bienvenue Anne Parillaud. Merci. Nous vous accueillons aujourd'hui pour un roman intitulé Les Abusés, paru chez Robert Laffont. Tout à fait. Et moi, j'ai vu pas mal d'interviews de vous. Vous êtes quand même en bout de promo, on va dire. J'ai vu des interviews, j'ai lu des interviews. Et on vous fait beaucoup parler de vous, de qu'est-ce qu'il y a de vous dans ce livre. Ce qu'on ne fait pas avec une primo-romancière en général. Alors, je préférerais que vous nous parliez de ce personnage. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur l'histoire d'Adélie ? Adélie, c'est une femme qui va subir un coup de foudre. Fatal, c'est-à-dire que cet homme qu'elle va rencontrer, qui représente au moment de la rencontre un idéal amoureux, va s'avérer être un pervers narcissique et va placer cette femme sous emprise. On va les voir, on va voir leur histoire d'amour devenir un cauchemar, les entraîner dans une spirale infernale, et on va se retrouver dans la tête de l'abusé comme dans celle de l'abuseur. Et cet abuseur qui a mis cette femme, qui a réduit cette femme à un état d'abus, à un état animal, et qui lui fait subir des situations de violence et de perversion. Mais en même temps, je maintiens que c'est une histoire d'amour, mais à travers une passion. Et effectivement, il y a une différence entre amour et passion, mais c'est une passion dévorante, et sur laquelle je ne pose aucun jugement, ni sur l'un, ni sur l'autre, mais de décortiquer la trajectoire de cette histoire d'amour. Et justement, créativement, est-ce que c'était plus simple ou plus intéressant d'être dans la tête de l'un ou de l'autre, ou justement des deux ? Pour moi, c'est les deux, parce que c'est des binômes. Enfin, c'est un binôme. Et vous deviez-vous jongler avec votre cerveau en vous disant... je ne peux pas penser de la même façon si je suis de l'autre côté, ou c'était assez spontané? C'est là où c'est assez paradoxal et complexe, en fait, comme disait, sans aucune prétention, mais que Flaubert était Madame Bovary, c'est-à-dire que... Non, mais il y a ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène où, finalement, je pense
d'abord, il y a quelque chose d'extrêmement inconscient quand on écrit, et qu'effectivement, on se dissocie, on se partage entre nos personnages, et finalement, il y a une confusion où on ne sait pas très bien où est-ce qu'on se situe, et qu'est-ce qu'on met de nous dans chacun des personnages. Et moi, j'avais besoin des deux, parce que je pense que l'abuseur comme l'abusé sont en fait, à l'origine, deux êtres profondément blessés et abîmés. Et c'est juste deux formes différentes d'avoir paré aux blessures de l'enfance. Un fait subir le mal, un fait le mal et l'autre le subit. Mais au départ, ce sont des êtres avec une origine commune de blessures. Et vous dites maître de nous, c'est une phrase que les acteurs et les actrices disent beaucoup quand ils parlent de leurs personnages, quand ils les interprètent. Quel a été l'avantage d'avoir été l'actrice que vous avez été pour être l'écrivain que vous êtes devenu? Ou l'inconvénient? En fait, je pense que c'est très très différent, parce que actrice, effectivement, c'était une façon de pouvoir exister en me cachant derrière des personnages et en me dissimulant dans la peau de quelqu'un d'autre, et donc d'avoir ce floutage sur qui je suis et mon identité réelle. C'est un peu le cas aussi ici. Non. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand on écrit, il y a effectivement quelque chose d'une authenticité et d'une intimité qui se révèle au fur et à mesure des pages, et que on s'inspire énormément de son vécu, qui est un vécu qui est déformé, reformé, transformé, mais c'est une source d'inspiration, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est acteur, parce que quand on est acteur, on est quand même un outil du metteur en scène, alors que là, je suis seule à assumer ce que j'écris, comment je l'écris, ce que j'ai voulu écrire, ce que je défends comme idée. Donc vous admettez que c'est beaucoup plus créatif d'être auteur que comédien? Oui, bien que... Oui. Ouais, non, et donc mais bien que... Non, bien que, je pense que les très grands acteurs et actrices sont des créateurs, parce que quand vous avez une Bette Davis, vous n'avez pas une Joan Crawford, et vous n'avez pas... voilà, je pense que les acteurs de très haut niveau sont des créateurs. Vous êtes, là, c'est la fausse modestie, Anne. Mais effectivement, il y a dans l'écriture, il y a un imaginaire qui peut se développer beaucoup plus personnel et beaucoup plus vaste aussi, parce qu'il est nos limites. Alors qu'au cinéma, ça coûte cher et qu'on est obligé de cadrer l'histoire qu'on a envie de raconter, et que là, non. Attendu très très longtemps, et je me pose la question, c'est la Anne Parillaud de 20 ans, celle de Pour la peau d'un flic, est-ce qu'elle savait qu'un jour elle écrirait un livre, ou est-ce qu'elle serait surprise? Non, j'étais surprise. Non, je savais pas du tout. Je savais pas du tout. J'ai toujours aimé les mots, j'ai toujours aimé les textes, j'ai toujours annoté des choses. J'ai toujours essayé de ce qui se passait dans ma tête, de l'imprimer, enfin de l'inscrire sur une page. J'ai souvent travaillé mes dialogues. Ça s'arrêtait là. Et puis finalement, aujourd'hui, je comprends tous ces petits détails qui ont jalonné mon parcours. En fait, ça aboutit au fait que j'aime écrire, et que j'ai découvert que... C'est pas grave, hein. Franchement, ne vous en voulez pas. Et voici ce premier roman intitulé Les Abusés, et c'est paru chez Robert Laffont. L'auteur, Anne Parillaud, est avec nous jusqu'à 18h. Chrysler rose. Elle repose sur ses jantes, abandonnées. Deux de ses roues sont voilées. Sa capote est déchirée. On voit le ciel à travers quand elle est usée. Le Chrysler. Le Chrysler rose. Chrysler que j'ai au fond de la cour. Chrysler rouillé. J'ai une Chrysler tout au fond de la cour. Elle ne peut plus rouler, mais c'est
là que je fais l'amour. Il pousse de la mousse et des glycines mauves sur le volant. La douane à la ville dans la poussière, sur la portière. Les enfants décrient que Dachille est un con. Oui, une Chrysler. Une Chrysler rose. Elle ne peut plus rouler. Mais quand les ressorts grincent, les enfants de l'immeuble aussitôt cessent de jouer pour venir regarder. Chrysler, une Chrysler rose. Chrysler. Le 7e ciel à travers la capote déchirée. Une Chrysler tout au fond de la cour, elle ne peut plus rouler, mais c'est là que je fais l'amour. Oui, une Chrysler. Alors, je sais pas si je vous ai dit, j'ai une Chrysler rose. Dachiel et Dayat qui chantent Chrysler. C'est une découverte pour moi, je vous l'avoue, c'est une découverte. Merci Djoubaka à la programmation musicale. Nous accueillons aujourd'hui Anne Parillo et pour l'entourer, Alex. Et Mélanie Bauer qui connaissait bien sûr ce morceau. Constance qui est une chronique boussole. Et Guillaume Meurice, évidemment. L'inévitable Guillaume Meurice. Oui, voilà. c'est accrochez-vous car c'est le journal. Oh là là. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour. S'ils veulent un responsable, qu'ils viennent le chercher. Et ce... Le journal de presque 17h17. Je veux quitter cette ville, je deviens fou moi ici. Et on commence par les titres. Oui, pour le président du conseil scientifique Jean-François Delfrécy, il sera très difficile de garder le masque après le 30 juin. Très mauvaise nouvelle pour ceux qui vont partir en vacances et qui comptent faire de la plongée. Cet après-midi, en visite à Tain dans la Drôme, Emmanuel Macron s'est fait gifler lors d'un bain de foule. Ça, Charline, c'est inadmissible. Bien, Alex. Mais quoi ? Mais il faut condamner toute forme de violence. Mais c'était très marrant parce qu'il l'apprend comme ça. Non. J'espère que ce sera sévèrement condamné parce que c'est mal. Est-ce qu'il y aura des brèves ? Pas aussi drôle que la torgnole, mais non. Ne riez pas. C'est l'État qui gifle. Regardez les images et essayez de ne pas rire, mais c'est vrai que c'est pas bien. C'est dur. Commençons, Michel Drucker, par la politique. Après avoir prédit un grave incident avant la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a jugé suspecte la panne chez Orange qui a affecté les numéros d'urgence. Il pousse le bouchon un peu loin dans son concours d'anecdotes, Jean-Luc Mélenchon. Oui, Jean-Luc Mélenchon qui a décidé de porter plainte après la diffusion d'une vidéo d'un youtubeur identitaire qui s'appelle Papacito, où il simule le meurtre d'un électeur de la France Insoumise en tirant à l'arme à feu et en poignardant un mannequin en plastique. Ce qui n'est pas bien non plus, et Jean-Luc Mélenchon a annoncé dans la foulée que son hologramme irait prochainement rendre visite à la famille du mannequin. Passons à l'international. L'ancien chef militaire serbe Ratko Mladic, surnommé le boucher des Balkans, qui avait été condamné à la perpétuité pour génocide, comparaît aujourd'hui en appel devant la Cour pénale internationale de La Haye. Bon, il a déjà pris perpète, c'est dommage. Comment ça, c'est dommage ? Non, mais c'est dommage qu'il ne puisse pas prendre plus. Enfin, je veux dire, ça aurait été marrant pour le boucher des Balkans. Il y a un peu plus, je vous le mets ? C'est brillant, Alex, c'est brillant. Allez, passons à la Belgique où la clarté des nouvelles mesures Covid pose problème. Eh oui, ça c'est compliqué chez nous. Déjà, c'est pas facile chez vous, c'est compliqué chez nous. Les bars peuvent accueillir 200 personnes en intérieur et 400 en terrasse. Mais à 22h, il faut fermer l'intérieur. C'est étrange, oui. C'est pas facile. Et c'est exactement ce que pense le leader de l'extrême gauche belge. Et il en parle à ses collègues du Parlement. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose à cette affaire d'heure de café ? Il y a un match des Diables Rouges qui va se jouer. 21h, début du match. À la mi-temps, il y a tous les supporters qui vont sortir du café à la queue leu-leu. Bah là, on est en train de gagner pour trouver une place où ? En terrasse. Une terrasse pleine, évidemment, et que tout le monde est en train de regarder le match dehors. Donc on organise le bordel général. Voilà, Raoul Edebo qui est plus marrant que Jean-Luc Mélenchon. Voilà, vous dit... Et c'est pas fini, parce qu'en terrasse, il y a également des règles. Et là, c'est en fonction de ce que vous commandez à boire. C'est pas fini. Pour les matchs, pour regarder à l'extérieur en Belgique. 400 debout.
Sauf, chers collègues, si on peut boire des bières. Si on peut boire des bières, c'est 400. Ah si, parce que c'est bien connu, l'absence de bière fait que le virus, il monte le virus, il sent qu'il n'y a pas de bière. Il dit c'est dangereux, je monte 1,50 m. Voilà, imaginez le bordel que ça va être quand on va battre la France en finale. L'Assemblée nationale belge, c'est le Parlement. C'est le Parlement, c'est vachement plus excitant. Ah, c'est rigolo. C'est quand même rigolo. Allez, honnêtement, il rit tous. Oui, les brèves. Cinéma, le réalisateur russe Kirill Serebrennikov ne pourra pas venir défendre son film en compétition officielle à Cannes à cause d'une condamnation dans son pays suite à une affaire de détournement de fonds publics. Et une mauvaise nouvelle ne venant jamais seule, Léos Carax, lui, pourra bien être présent pour son dernier film avec Marion Cotillard. Et la dernière. Société française vient de lancer Magic Clito. C'est des bonbons en forme de clitoris. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour mon régime. Pourquoi vous dites ça? Parce que s'ils ressemblent à des clitoris, il y a peu de chances que je les trouve. C'est chic, hein? Je vous demande pardon, Anne Parillaud. Non, mais c'est chic, c'est très bien. Voilà, 17h25. Donc, tout ce qui est côté graveleux de l'émission, c'est fait. Anne Parillaud, ne vous inquiétez pas. Attendez, il y a Constance qui arrive. Je retire ce que j'ai dit. Restez. On va aborder ce premier thème avec vous, d'autant qu'on sort du journal et on voit que l'ambiance est assez apaisée, assez calme. Donc, demain, les salles des restaurants seront à nouveau accessibles. Mais pour combien de temps? On pourra partir en vacances, mais pourra-t-on rentrer? C'est l'incertitude qui nous gouverne aujourd'hui, alors que dans le monde d'avant, on pouvait presque tout planifier. L'incertitude, cette chose molle et dépréciée, soit on choisit de se laisser guider, ou on décide de l'affronter, comme ici. Alors, 3 alternatives s'offrent à nous, enfin, s'offrent à vous. La sécuritaire, l'équilibrée ou l'offensive. Qualité équilibrée, offensive. Laquelle choisissez-vous? Je sais pas. L'offensive. Offensive. Bien. Offensive. Très bien, c'est la 30 000 €. Je choisis la solution offensive. Oui, ok. Offensive. Oui. Ça va très bien, on a compris. Offensive. Je choisis la solution offensive. Offensive, je prends la solution. J'ai choisi, ça y est. J'ai mis du temps à me décider, mais là, ça y est, je suis sûr de moi. Je prends l'offensive. Réplique culte de Podium, le film de Yann Moix avec Jean-Paul Rouve et Benoît Poelvoorde. Anne Parillaud, c'est une question philosophique, en réalité, l'incertitude. Vous avez proposé qu'on puisse aborder ce thème, c'est-à-dire dans quel sens? Est-ce que elle vous trouble, vous avez envie de vous laisser guider, ou ça vous inquiète et vous avez envie plutôt d'essayer de la gérer? Moi, je voulais en déterminer les pouvoirs, en fait. C'est-à-dire, est-ce que l'incertitude, quels sont les pouvoirs de l'incertitude? Est-ce que c'est un frein ou est-ce que c'est un moteur? Et c'est cette question que moi, je me pose et qui m'intéresse effectivement philosophiquement, parce que j'appartiens plus à la catégorie de ceux qui vont penser que l'inconfort, qui donc est partenaire de l'incertitude, est quelque chose qui nous permet de réfléchir, qui nous permet de... Puisque le futur n'est pas envisageable et qu'on ne le maîtrise pas, on est donc... réduite pour certains, c'est quelque chose qui leur convient, mais on est obligé de vivre, on est contraint, voilà, merci, de vivre le présent. Et en vivant le présent, on est obligé donc d'y réfléchir et de se poser des questions et d'essayer d'ouvrir certaines voies sur des questions sur la vérité de ce qu'on est, de ce qu'on veut, de où on va, du monde où on vit, quelles sont les priorités, quelles sont les valeurs. Et c'est tout ce climat d'incertitude qui, pour moi, crée une rage et en fait un état de survie et une pulsion de vie. Et cette pulsion de vie, je trouve que justement, dans un régime d'incertitude, elle est favorisée et que vaut mieux partir dans cette direction que dans la déprime ou que dans le renoncement ou que dans le fait d'être fataliste et de se dire... D'en faire une force, en tout cas. Faire une force. Dans tout ce que vous dites, on se dit peut-être que ça a été le moment où vous avez sans doute réfléchi à écrire un roman? Ou ça vient avant? Alors moi, j'ai pas réfléchi du tout pour répondre à la question d'Alex tout à l'heure. C'est vraiment venu de manière spontanée. Alors il y a eu des déclencheurs, mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai pas calculé, je l'ai pas programmé et je l'ai pas envisagé du tout. Au moment où les déclencheurs sont intervenus, vraisemblablement j'étais prête, mais c'est pas le contexte d'incertitude, etc., qui vous a conduit. Quand on choisit d'être actrice, on démarre déjà avec une part d'incertitude. Je pense que vous destinez
teniez peut-être plus à quelque chose de planifié, comme des études de droit, etc. Je pense que vos parents vous ont dit un peu plus libertaire, etc. Non mais vas-y, lance-toi, ce qui est quand même pas commun. Ça, c'est de l'incertitude. Vous avez commencé dans l'incertitude forcée aussi un peu. Mais je pense que la vie entière est une incertitude, en fait, quelles que soient les voies qu'on prend. Et elle nous amène aussi à l'improvisation, ce que je trouve vraiment intéressant. Parce que si on vivait avec des certitudes, alors on sait aussi que plus on est certain et plus finalement bon. C'est l'histoire des virus, là. Voilà. C'est la certitude qui rend fou, dit Nietzsche. Et que donc, voilà, exactement. Il y a une forme d'intelligence à accepter l'incertitude et à vivre avec. Et que l'improvisation qu'elle nous demande est très créative et est très propice à finalement essayer des voies, entreprendre des choses. Et il y a aussi une troisième chose qui, moi, m'intéressait par rapport à ça, c'est l'humilité qu'il faut avoir devant les parcours de vie où, finalement, ce qu'on appelle le fameux destin, où on ne maîtrise pas. On maîtrise des petites décisions, on est un peu arbitre des petites choses, mais on ne maîtrise vraiment pas sa vie. Et cette humilité qu'on a besoin qui est nécessaire d'accepter et de réaliser qu'on est plus serviteur de sa vie que maître de sa vie, fait partie aussi pour moi donc du chapeau de l'incertitude. Donc voilà qui est très positif finalement. Vous y répondez de façon très positivement à cette question philosophique, Anne Parillo. Mélanie Boer, vous êtes sûre de faire la chronique et vous êtes sûre du sujet aussi. Manquez d'incertitude dans vos choix musicaux. Alors non seulement je suis sûre, mais je suis hyper excitée parce que j'ai dû attendre jusqu'à aujourd'hui, jour de sortie de son nouvel EP en digital, pour pouvoir vous en parler. Bachar Mar Khalife, nommé aux dernières victoires du jazz pour son album On Off, sorti en octobre dernier. Immense artiste libanais sort Ghost Songs, la suite de ses sessions enregistrées isolées en pleine montagne au Liban. Alors, pour que vous partagiez mon enthousiasme, je m'explique. Bachar Mar Khalife est franco-libanais, il vient d'une grande famille de musiciens, son père et son frère sont également de très grands artistes. Il sort son premier disque en 2010 et ce qui est frappant chez lui, c'est sa capacité à englober le classique, la culture orientale et les musiques modernes. En 2013, il sortait Yanas, voix, piano, une chanson que j'ai beaucoup jouée quand j'étais DJ, qui rendait les gens fous sur le dance floor. Ça vous manque, hein, ça vous manque. Ça marche. On devient complètement fou. Alors donc aujourd'hui, il sort le off de son disque On Off, Ghost Songs, avec toujours ce piano d'une incroyable modernité, cette voix intime et ce petit plus qui rend ses compositions hypnotisantes, ces jeux de percussion qui peu à peu font décoller la musique comme un titre de musique électronique. Le disque s'ouvre sur Yes Siret Si, une adaptation d'une chanson traditionnelle arménienne. Elle commence tout doux. Et 2 minutes plus tard, voilà où nous en sommes dans l'émotion. C'est fort, ça vous attrape au cœur, au ventre et à l'âme. Je vous le disais, Bachar Mar Khalife, c'est une immense culture musicale, des structures de morceaux au croisement du classique et de l'électronique. Un retour aux sources de l'électro, la musique concrète de Pierre Schaeffer durant les années 70 et pourquoi pas encore plus loin, les fameuses Gnossiennes d'Erik Satie, œuvre pour piano solo composée à la fin du 19e siècle. Alors ça paraît tiré par les cheveux, mais en fait pas tant que cela. Bachar le prouve en s'inspirant de Satie sur ce titre Ya Binti.
encore plus fort. CQFD sur le EP qui sort aujourd'hui, Ghost Songs. Ce titre, inspiré des expérimentations de Satie, tu suis Alex ? Je suis, j'attends Chapelier sur Fou. Les moi. séquences est remixé par un des plus grands artistes électro de sa génération, un artiste dont je guette aussi toutes les sorties de disques, Chapelier Fou. Il arrive, il est là. Bien sûr. Voici donc Yabinti, Bachar Mar Khalife, remixé par Chapelier Fou. يا بنتي وينك غايبة جايب بالك أحلى حالي وجمال في أي مكان جمال يا بنتي لا ما تخفي سمعيني كلمة جديدة زمان لسه Bachar Mar Khalife, c'est le remix par Chapelier Fou de Yabinti. Merci Mélanie Bauer. Anne Parillaud, notre invitée, a noté pour l'écouter. Donc Alex, vous êtes désavoué, ça c'est... Complètement. terrible. Je m'y attendais pas. Moi, j'avais dit beaucoup de bien du livre et là, maintenant, j'en viens à remettre tout en question. Anne Parillaud, qui publie son premier roman intitulé Les Abusés, est paru chez Robert Laffont. Nous allons revenir à vous dans un instant, Anne Parillaud, mais d'abord, c'est contractuel. Oui, c'est comme ça. C'est obligatoire. protocolaire, il faut passer par Guillaume Meurice pour la suite. Je vais vous parler aujourd'hui d'une peut-être hypothétique éventuelle sortie de la crise du Covid, puisque demain s'ouvre une nouvelle phase du déconfinement. Bamboche is maybe coming, on peut dire you. Enfin, demi-you quand même, calmez-vous. Et moi, le Covid, je peux vous en parler parce que je l'ai eu. Je suis ce qu'on appelle un rescapé. Voilà, c'est un petit peu mon Vietnam à moi. J'étais là, j'ai vu la lumière au bout du tunnel, j'ai vu la mort qui m'appelle et à qui j'ai répondu non, la mort! Pas maintenant la mort. Je dois faire des blagues sur Darmanin qui fait barrage à l'extrême droite avec de la vaseline. Va plutôt faire crever Europe 1. Et elle a écouté mon conseil. Ah, on salue la mort. Et quand on a eu le Covid, on est appelé par ce qu'on appelle un traceur Covid. De même que quand on est cas contact. Et moi, le mien, il s'appelle Camille. Et il a eu la gentillesse de me raconter qu'est-ce que c'est la vie d'un traceur Covid, le métier qui n'est pas de tout repos. On commence tout de suite, par exemple. J'appelle une personne et je la trouve essoufflée. Je me dis tiens, elle vient de remonter les escaliers. Ouais. Je finis l'entretien et je raccroche mal mon téléphone. Voilà, ça arrive, je pose, il se raccroche mal. Et je
j'entends des bruits, je reprends le téléphone et là, elle était en pleine activité physique. Monsieur était pas loin. Bon, là, disons que les gestes barrières, pas trop respectés. Pas trop de respect. Voilà. Bon, on notera quand même qu'elle a pris le temps de répondre aux questions de Camille avant de reprendre son activité, quand même face à une personne responsable. Bravo madame. Autre cas de figure avec un homme. Je l'appelle et là arrive le moment où systématiquement on demande les cas contacts. Et ce charmant père de famille avec ses 3 enfants m'annonce de manière tout à fait naturelle que ce week-end les enfants n'étaient pas là et que, pour dire les choses poliment, ils avaient organisé une petite soirée entre adultes consentants. Et ils étaient combien en tout ? Je crois qu'ils étaient 20 en tout. Je me semble on avait noté 23 en tout. Ouais, c'est de la bonne soirée quand même entre adultes consentants. Alors moi je suis pas coutumier des partous, mais Alex me disait effectivement c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est con de faire un chiffre impair. On voit le connaisseur. Mais c'est pas mal. Ouais. Même DSK a dit quand même, pas mal. Alors comment Camille a réagi ? Alors bien sûr, j'ai dû garder un calme olympien quand je lui ai demandé justement est-ce que je pourrais avoir les noms. Là, le monsieur tout à fait naturellement me répond écoutez, je suis bien embêté parce que il y avait quand même une partie du monde que je connaissais pas. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas responsable. Non. Ça il avait dit Jean Castex, il faut une traçabilité. C'est comme pour la viande. Il faut qu'on sache d'où vient le produit. Là c'est problématique. Autre jour, autre problématique. Je tombe sur une dame qui était vraiment, je sens, en pleurs, triste. Alors cette pauvre dame en pleurs me dit je suis très malheureuse parce que j'ai lu sur internet que je pouvais contaminer mon chat au Covid, ce qui fait que je n'approche plus mon chat depuis une semaine. On a une grosse pensée pour ce brave Matou qui n'a pas dû bien comprendre ce qui se passe. Alors en effet, selon les articles, il y aurait eu quelques cas, mais bon, il y a autant de chances de transmettre le virus à votre chat que Francis Lalanne devienne prix Nobel de la paix l'année prochaine. Donc on est dans le domaine du ça va, c'est tranquillou. D'ailleurs, puisqu'on parle de Francis, Camille évidemment a eu affaire aux inévitables épidémiologistes en freelance. La vérité était donc que je faisais partie moi-même d'un complot, c'était un complot chinois. Le masque était une entrave à la liberté que vraiment porter le masque était contraire aux droits de l'homme. Oui, alors ça c'est classique, les fameux droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit de propager des discours à la con. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon en profite pas mal en ce moment, ainsi que tous ses fanzouz. Et puisqu'on parle de gourou, terminons dans la joie. La joie d'appeler un couvent de bonnes sœurs. Et là, j'ai découvert un autre aspect du Covid. Effectivement, il semblerait que le Covid était donc une épreuve divine, qui était là pour nous rappeler nos péchés. Oui, ça c'est plausible. Ça c'est vraiment plausible. Et puis vu nos péchés, à mon avis, on n'en est pas bien sorti de cette histoire. Merci à Camille, bravo à lui. C'est vrai qu'on a beaucoup cité les soignants, les premières lignes, mais lui aussi faisait partie du processus. D'ailleurs, merci à tous les autres Camille. Allez, je vous laisse. Je vais retourner écrire des blagues sur Darmanin qui fait barrage à l'extrême droite avec du poppers. Merci Guillaume Meurice. Donc vous, quand le traceur Covid vous appelle, vous commencez à entretenir la conversation. Il était très sympathique. Il a commencé à me raconter un petit peu ce qu'il entendait. J'ai dit ça m'intéresse. Anne Pariot, vous êtes passée au travers, vous, du Covid? Jusque-là, oui. Jusque-là, oui. Bon, le plus longtemps possible. Et pas du tout si possible. Anne Pariot avec nous, et on va aborder cet autre thème. L'actrice britannique qui a reçu un BAFTA, Michaela Coel, a profité de son prix pour rendre hommage à la coordinatrice d'intimité du tournage de la série pour laquelle elle a été récompensée, qui s'intitule I May Destroy You, une série sur les violences sexuelles. Et ce nouveau métier du cinéma, coordinateur ou trice d'intimité, s'assure que tout le monde est à l'aise au moment de tourner une scène de sexe ou de violence sexuelle. Avant, le réalisateur ou la réalisatrice avait sans doute les pleins pouvoirs. Non mais là on va arrêter là, d'accord? Même si c'est l'heure du déjeuner, là ça va pas du tout. T'es d'accord? Là tu me coupes l'appétit quoi. Le regard est vide, il se passe rien. C'est vide intérieurement, extérieurement, j'en parle même pas. On s'ennuie là, d'accord? Pour pas dire autre chose. C'est quand même dingue, c'est quand même pas compliqué. Elle est bien gaulée, elle le sait, elle couche pour réussir. C'est quand même pas... Si? C'est pas très loin de toi. C'est Stéphanie Bataille dans la série 10%. Les actrices qui reçoivent, les acteurs qui reçoivent une récompense remercient généralement le réalisateur ou les parents, sans qui ne seraient pas là. Donc ici, cette actrice remercie la coordinatrice d'intimité. Ça a une portée assez forte, ça, non, Anne Pariot?
Alors en fait, moi je découvre ce statut, ce poste. Ça n'existe pas en France, en tout cas pas à ma connaissance. C'est anglo-saxon. Voilà. Donc. C'est souhaitable que ça arrive en France ? En France, en général, sur ces scènes-là, effectivement, on vide les plateaux. Il y a aussi maintenant ce qui a été exigé, c'est-à-dire qu'autour des combos, puisqu'il y a le combo, ce fameux écran témoin où on voit toute la scène tourner, effectivement, qui est entièrement protégé. Il n'y a que le metteur en scène qui a la tête dedans. Ah, d'accord. C'est vraiment... c'est comme des paravents, en fait. Et effectivement, on essaye de recréer une intimité pour les acteurs, pour qu'ils puissent se sentir à l'aise. C'est toujours des scènes compliquées, les scènes de sexe, parce que parfois elles sont en plus filmées dans les premiers jours de tournage, donc on ne se connaît même pas. Ah oui ? Et pourquoi c'est dans les premiers jours ? Parce que comme ça, c'est fait. J'ai dit que ça peut arriver. Parce que la costumière n'a pas fini le boulot. Donc c'est pas des scènes simples, c'est des scènes plutôt complexes à tourner. Et en même temps, je pense qu'elles sont nécessaires. Et moi, si je peux ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que moi, ce qui m'a souvent troublée quand on voit les films ou dans certains livres, c'est que les scènes de sexe sont standards. Or, pour moi, le terrain sexuel est un terrain de liberté, est un terrain révélateur de l'identité de quelqu'un et révélateur des blessures de son enfance, d'où, en général, sa structure sexuelle. Et pour autant, en création, en tout cas cinéma, on les voit tous faire l'amour de la même façon, que ce soit des psychopathes, des avocats, des médecins, des camionneurs, ce qu'il faut. Et donc, pour moi, ça veut dire qu'il y a une restriction ou effectivement une omerta sur la vérité de cet acte et qui pour moi ne devrait pas exister, et on devrait pouvoir montrer, si nécessaire et signifiant par rapport au sujet qu'on traite, on doit donc le traiter jusqu'au bout ou pas. Mais éviter ce côté conforme et réglementé de la scène basique et standard et finalement totalement fausse. Tout à l'heure, vous disiez, il m'est arrivé de réécrire des dialogues parce qu'ils ne vous convenaient pas. Et donc, est-ce que dans ce cas-ci, vous pourriez dire à un réalisateur, écoute, moi je pense que ce personnage ne coucherait pas comme ça ? Alors effectivement, moi quand je lis un scénario, c'est vrai qu'il y a vraiment la rencontre avec le metteur en scène pour être sûr qu'on va bien faire le même film et que je vais ni le trahir dans ses espoirs et qu'en même temps, moi je vais me sentir juste dans la trajectoire du personnage. Donc c'est des choses qui se gèrent en amont dans les discussions. Et si il y a scène sexuelle, effectivement, moi c'est quelque chose que je vais débattre, de savoir comment il veut la filmer, pourquoi elle existe, qu'est-ce qu'il veut montrer à travers cette scène, importante ou pas. Et effectivement, est-ce qu'elle est juste ou pas ? Alors, en fonction de la raison pour laquelle elle va exister. Vous qui avez tourné aux États-Unis aussi et dans d'autres pays, est-ce qu'il y a une différence d'état d'esprit sur la gestion un peu du tournage Là, par exemple, sur les scènes sexuelles, c'est beaucoup plus réglementé aux États-Unis. Moi, j'avais fait un film qui s'appelait Innocent Blood, où je jouais un vampire. Et donc, il y avait une scène sexuelle où la personne qui était tombée amoureuse de moi voulait avoir un rapport sexuel, mais sauf qu'il avait peur que le vampire le morde. Et donc, il avait décidé de la menotter et de la mettre de dos. Et en fait, on a filmé que mon visage pour justement que ça soit pas trop trop dérangeant. Et en fait, la scène a été coupée parce qu'il a été dit que sur mon visage se lisait trop l'acte sexuel. Alors là, vous êtes trop doué. La pudeur c'est américaine. Très réglementé, la pudeur aux États-Unis. Effectivement. Vous l'avez bien pris, j'imagine. Et là, d'autant plus avec ce nouveau métier. Donc, Anne Parillot. Constance est avec nous. Et on a hâte. Bonjour les amis. En cette journée mondiale des océans, je vous offre quelques vers. Non, pas des vers pour mettre au bout d'une canne à pêche, mais des vers de Victor Hugo. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des... Oui, la citation est incomplète. Car ces mots, je les ai découverts tatoués sur l'avant-bras d'un artiste incroyable qui ne rencontra malheureusement pas le succès qu'il méritait et qui par conséquent n'eut pas suffisamment d'argent pour se faire tatouer l'intégralité de cette citation. Mais comme il aimait tant le dire avec cet humour bien à lui, il vaut mieux manquer d'encre plutôt que de bras pour finir un tatouage.
Les plus pointus d'entre vous ont certainement déjà dû comprendre que l'artiste que je vous dépeins depuis le début de cette chronique, que le poète des océans, le chantre de la moule que je tente de vous introduire où vous voudrez, est bien évidemment Léo Ferré-le-Poisson. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Léo Ferré-le-Poisson, c'était ça. Te souviens-tu du temps jadis où tu me tripotais la nageoire? J'étais ton poulpe, ton Atlantis. Ta palourde réclamait mon phare. Mais notre amour a sombré dans les abysses. Et ce soir, faute de le pêcher, je vide le bar. C'est très joli. C'est bon. Léo Ferré-le-Poisson était un artiste puissant, tant par son talent que par son odeur. Sa carrière entière tourna autour du même thème, celui de la mer, car derrière le passionné de navigation se cachait aussi l'enfant blessé, l'enfant abandonné. Né de mère inconnue, on suppose que sa mère fut Jeanne Champouille, dite la Bitarde, surnom qu'on lui avait donné car elle passait son temps à surveiller les bateaux qui rentraient au port, assise sur une bite d'amarrage. Un soir, elle avait quitté sa bite pour celle d'un marin qui lui avait fait la promesse de revenir, mais il ne revint jamais. Alors elle tomba enceinte de lui et accoucha seule au milieu des bateaux. Elle voulut se débarrasser de l'enfant, symbole de ses désillusions, et le jeta directement dans le port. C'est ainsi que Léo Ferré-le-Poisson naquit. Comment a-t-il survécu? Ici commence la légende. Il n'était pas né d'une mère, mais de la mère. Et contre sa mère, il resta amer. Comme en témoigne cette chanson, Bonne fête des mères de maman, dont je vous passe un court extrait car la version originale dure 5 heures. Ma mère est une morue. Mort. La morue. Je suis ton fils, la mort. Léo Ferré-le-Poisson n'avait peur de rien. Il inventa ses propres codes artistiques et c'est notamment lui qui a inventé la fameuse rime à rien. Dès ses premières chansons, il impose son style sans concession, souvent critiqué par les gens du métier. Il aimait dire, quand on a été élevé par des tortues de mer et allaité par des baleines à bosse, se faire mettre en boîte par des maquereaux, c'est pas la mer à boire. Son album de traduction des plus grands classiques de la littérature française, mis en chanson pour les chiens, acheva définitivement de l'isoler. Et pourtant, son titre, La gloire de mon pépère, était une merveille. Artiste incompris, génie moqué, Léo Ferré-le-Poisson mourut dans la misère et l'anonymat plus total. Il se suicida en avalant une boîte complète de sardines de tente de camping. La semaine prochaine, ce sera la journée mondiale du transport amoureux non polluant et j'aurai le plaisir de vous parler de cet artiste surréaliste, chanteur égyptien à moustache, Dali Dada. Bonne soirée à tous. Merci Constance. Avec plaisir. Et on le note, hein, Dali Dada, ce sera vous devez le faire maintenant. Hein. Absolument. Ah ben, on est d'accord. Merci, écoutez, on attend l'album. Ça va pas mieux. Hein. Vous n'êtes toujours pas remonté sur scène. Alors, figurez-vous que demain soir, à l'Européen, je vais faire un sketch lors d'un plateau d'humoristes. Ah ben, on est rassurés. Pour voir si ça prend. Je vais voir. Hein, Très bien, on est rassurés. Merci beaucoup, Constance. Anne Parillaud, abordons ce dernier thème avec vous pour, on va dire, engraisser leur fin de mois des personnalités monnaient des vidéos où ils souhaitent bon anniversaire à un fan. L'autographe qui se vend, c'est pas un manuscrit d'André Malraux, hein, c'est une vidéo de Chuck Norris ou de Kathleen Jenner. Ça se passe chez les Américains avec une appli. Ça se passe chez les Américains, mais bien que. Salut Cyril, c'est Nicolas Sarkozy. Des informations très précises m'ont indiqué que c'était votre anniversaire. Ces informations ne m'ont pas dit quel âge. Je voulais vous dire que j'aime votre énergie, que j'aime votre enthousiasme, que parfois même je peux m'y reconnaître. Bon anniversaire Cyril. La vidéo de Nicolas Sarkozy pour Cyril Hanouna. On espère que c'était gratos, mais on n'est pas sûr. Très émouvant. Alors Anne Parillaud, sans doute, on vous annonce aussi cette information, parce que nous-mêmes, on l'a découverte très récemment. Donc, bon, l'autographe, c'est un petit peu, vous en demande de moins en moins, parce qu'on vous demande plutôt des selfies, j'imagine. Aujourd'hui, on demande carrément des vidéos de bon anniversaire. Et ça se monnaie, il y a une application aux États-Unis qui permet, ça coûte entre 20 et 2000 euros, en fonction de votre notoriété.
Alors je me disais, est-ce que vous trouvez ça moderne ou vous regrettez le charme désuet de l'autographe? Je sais même pas quoi penser, quoi dire, ou si ce n'est que je trouve ça... Enfin non, j'adhère pas en fait. J'adhère pas. Je trouve que la demande d'autographe ou de selfie aujourd'hui est une reconnaissance en soi aussi pour nous. C'est-à-dire que c'est un échange et que ça nous fait ça nous fait plaisir. Moi, je suis pas du tout blasée. Je suis contente quand des gens, alors selon les contextes, mais je veux dire la plupart du temps, moi, je suis touchée. On fait aussi ça pour ça. Et de dire que maintenant on va le monnayer, c'est vraiment avoir du mépris et je sais pas, rétrograder le statut des personnes sans lesquelles on n'existe pas, en fait. Oui, et c'est un acte gratuit, normalement, c'est ça. Oui, c'est la gratuité en du plus geste. de payer pour ça. Ils payent déjà pour voir nos films, pour acheter nos livres, pour entrer dans des musées. Si en plus, maintenant, il faut les faire payer pour leur dire qu'en fait, ils nous aiment bien, je trouve ça assez hallucinant. Mais là, c'est un service, parce que vous devez souhaiter bon anniversaire à Tata Jacqueline, qui vous adore. Donc, vous êtes chez vous, vous faites ça, et puis vous envoyez la vidéo. Je ne défends pas. Vous avez des actions? J'attends qu'on arrive à un bon prix. Pour l'instant, je suis à 4,20 €. Alors, on peut vous dire, dans ce qu'on a lu comme article à ce sujet. Pardon. Allez-y. Non, mais je pense que ça peut démystifier aussi. Moi, je suis encore peut-être à la vieille école de vouloir rêver, de vouloir m'émerveiller et de vouloir idéaliser. Et de rabaisser un artiste ou un créateur à ce niveau-là et d'avoir... Ça tue un peu le mythe quand même. Ça tue le mythe. Ouais, bien sûr. Voilà. Joe Wilfried Tsonga le fait, mais au profit d'une association. Donc trouver une espèce de juste milieu. qui imagine Georges Brassens envoyer un super 8 effectivement. Bon anniversaire. Anne Parillaud, on adorerait jouer avec vous si vous êtes d'accord. Et en fin d'émission, on propose un sketch à l'invité. Et on s'est dit, tiens, Anne Parillaud, elle fait jamais les grosses comédies françaises. Parce qu'elle choisit bien ses films. Vous allez peut-être comprendre pourquoi. Et on s'est dit, est-ce qu'on la ferait pas jouer dans Camping 4 à la place de Franck Dubosc? On féminise donc ce rôle. On a la bande-annonce. Cet été, le camping des Flots Bleus se déconfine. Pastis déconfiné, pastis dégusté. Oh là là, mon Dieu. Alors, on n'attend pas Patricia? Découvrez le nouveau camping avec Anne Parillaud dans le rôle de Patricia Chirac. Tu sais, Patricia, hier soir, j'ai encore rencontré un mec au Shogun. Ah bah c'est une excellente nouvelle, ça. Oui, enfin, je sais pas si ça va aller bien loin, hein. T'en fais pas. Et comme je dis, si à la Saint-Firmin il te met le grappin, vivement la Saint-Édith. Les campeurs ont quitté leur bureau, enfin leur salon, pour profiter à nouveau des bonheurs de la vie de camping. Mesdames et messieurs, je vous rappelle qu'en raison des restrictions sanitaires, la piscine est fermée, ainsi que le bar, le terrain de pétanque, celui de tennis, la salle multimédia, ainsi que les sanitaires de 22h à 8h. En gros, vous avez accès uniquement à votre camping-car. Bonne journée. Ah ouais, quand même. On va se gratter l'abricot cette année. J'aurais pu dû faire camping 3, moi. C'est pas ça, c'est ma faute, ça c'est ma copine. C'est une coquille de Retrouvez la copie. Héros préféré en forme olympique. Ça va, mon Jackie? Bah non, moi je suis Polo, moi. Ah oui, faut dire qu'avec le Mac, je ne fais pas bien la différence. Dis-moi, mon Polo, t'es vacciné? Bah, tu rigoles, moi jamais, je préfère encore écouter du Francis Lalanne. Mais dis-moi, Patricia, pourquoi t'as séché tes masques comme ça sur une corde à linge? Parce que je le réutilise 3 fois. Mais comment ça, 3 fois? Bah, une fois comme masque, la deuxième fois comme filtre à café, et la troisième fois, je m'en fais un string. Ah oui, quand même. La comédie phare des années 2000. Et retour tonitruant d'Anne Parillaud. Des frites! Des frites! Des frites! Non. Des frites! Anne, ça, des frites! Ça, c'est les tuches, c'est pas camping. Ah, pardon. Faut dire que je débute en comédie, je ne maîtrise pas encore tous les codes. Dans Camping 4, la fête sera au rendez-vous. Est-ce que vous vous éclatez au Shogun? Ouais! Oui, ben c'est fini. Couvre-feu, c'est fini. Ah bon? Déjà? Mesdames et messieurs, il est 23h, c'est le couvre-feu. Chacun rentre dans son camping-car, merci. Ben, on fait pas la danse des tongs? Allez, la queue le. Tout le monde s'éclate. Ah, la queue. Oh, j'ai dit que c'était terminé là, c'est terminé. Alors vous filez dans vos tentes, vous vous mettez en pyjama et vous foutez un film Netflix. Merde. Mais et on rentre et on se met un film alors. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu 6 par exemple? Ah tiens,
J'ai pas joué dans celui-là non plus. Merci Anne Parillo d'avoir joué le jeu. formidable. Je pense qu'il y a des scénarios qui vont tomber. C'est l'auteur. Merci Anne Parillo. Je rappelle que vous publiez votre premier roman intitulé Les Abusés et c'est paru chez Robert Laffont. Merci beaucoup. Merci. Je vous dis à demain, chers amis, et surtout bon retour au bureau pour les télétravailleurs. M'en fous, j'irai pas. Quoi Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Nous devons rester extrêmement vigilants. La stricte application quotidienne des gestes barrières reste primordiale pour lutter